Eh bien, bonjour à tous. Donc, nous voilà revenus avec Stella aujourd'hui parce que c'est la Saint-Valentin. Donc, on dit bonne fête à tous les amoureux. Bonne fête à tous les amours. Voilà, on le dit. Et donc, on a décidé de vous lire des extraits de Roméo et Juliette. Histoire d'amour symbolique, j'ai envie de dire. Donc, on va faire ce qu'on a dit qu'on allait faire, on va le lire. Mais d'abord, on boit notre petite tisane chauffe-gorge. Et puis voilà, après, on est à vous. D'accord? Ouais. Ok. Donc voilà, Roméo et Juliette, Shakespeare. Donc ça se passe à Vérone. Et c'est l'histoire de deux familles qui ne s'entendent pas, vous savez, les Capulet, donc ça c'est la famille de Juliette, et les Montaigu, la famille de Roméo. Et donc ces deux-là vont se trouver au milieu de cette haine, ils vont le payer en fait, de cette haine ancestrale et entre familles. Donc ça commence, la pièce commence avec une espèce de rixe à moitié évitée par le prince là qui arrive et tout entre les Capulet et les Montaigu. Et le père Capulet fait une fête pour le soir. Il envoie son valet pour inviter les gens. Et comme le valet ne sait pas lire, c'est Roméo qui l'aide à lire les noms des invités. Et qui voit dans la liste des invités Rosaline, c'est la fille dont Roméo est amoureux au début de la pièce et qui a fait le vœu de rester chaste en fait. Donc Roméo est éploré et tout ça. Et donc dans l'espoir de voir Rosaline, il va aller avec quelques camarades à lui à cette fête des Capulet. Sauf que, qu'est-ce qu'il va trouver à cette fête? Il va trouver Juliette. Il va rencontrer Juliette. Donc voilà, on est là. Roméo a un serviteur. Donc je fais Roméo, Stella fait Juliette. Quelle est cette dame là-bas qui enrichit la main de ce cavalier? Le serviteur. Je ne sais pas, monsieur. Oh, elle enseigne aux torches à briller clair. On dirait qu'elle pend à la joue de la nuit comme un riche joyau à une oreille éthiopienne. Beauté trop riche pour l'usage et trop précieuse pour cette terre. Telle une colombe de neige dans un vol de corneilles, telle là-bas est parmi ses amis cette jeune dame. Dès la danse finie, je verrai où elle se tient, et ma main rude sera bénie d'avoir touché à la sienne. Mon cœur a-t-il aimé avant aujourd'hui? Jurez que non, mes yeux, puisqu'avant ce soir, vous n'aviez jamais vu la vraie beauté. Donc là, petit aparté avec Tybalt et Capulet qui... Tybalt c'est le neveu de Capulet, et alors lui, c'est vraiment, il cherche la bagarre à fond, quoi. Et là, il a bien vu qu'il y avait des Montaigu, ça lui plaît pas trop, bon bref. Roméo rencontre Juliette. Roméo à Juliette. Si j'ai pu profaner de ma main indigne cette chasse bénie, voici ma douce pénitence. Mes lèvres sont toutes prêtes, deux rougissants pèlerins, à guérir d'un baiser votre souffrance. Bon pèlerin, vous êtes trop cruel pour votre main, qui n'a fait que montrer sa piété courtoise. Les mains des pèlerins touchent celles des saintes, et leur baiser dévot, c'est paume contre paume. Saintes et pèlerins ont aussi des lèvres? Oui, pèlerin, qu'il faut qu'ils gardent pour prier. Oh, face, chère sainte, les lèvres comme les mains. Elles qui prient, exaucent-les, de crainte que leur foi ne devienne du désespoir. Les saints ne bougent pas, même s'ils exaucent les vœux. Alors ne bouge pas, tandis que je recueille le fruit de mes prières, et que mon péché s'efface de mes lèvres grâce aux tiennes. Il l'embrasse. Il s'ensuit que ce sont mes lèvres qui portent le péché qu'elles vous ont pris. Le péché? De mes lèvres? Ô charmante façon de pousser à la faute!
Rends-le-moi. Il l'embrasse à nouveau. Il y a de la religion dans vos baisers. Donc là, voilà. Donc, pour réussir à s'embrasser, ils ont des métaphores un peu religieuses. Hein. C'est un petit peu, hein. C'est pas bien ça, hein. Bon, genre ils font religieux, là, et puis en fait... Et donc, bien sûr, après la fête et puis cette rencontre, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, c'est le moment où lui, il franchit le mur du berger pour aller au balcon. C'est la fameuse scène du balcon. Donc là, scène 2, scène 2, acte 2, il est sous le balcon. Juliette paraît à une fenêtre. Mais doucement, quelle lumière brille à cette fenêtre! C'est là l'Orient et Juliette en est le soleil. Lève-toi, clair soleil, et tue la lune jalouse, qui est déjà malade et pâle, du chagrin de te voir tellement plus belle, toi sa servante. Eh bien, ne lui obéis plus, puisqu'elle est jalouse. Sa robe de vestale a des tons verts et morbides, et les folles seules la portent. Jette-la. Voici, madame. Oh, elle est mon amour. Si seulement elle pouvait la prendre. Elle parle, mais que dit-elle? Peu importe, ses yeux sont éloquents, je veux leur répondre. Non, je suis trop hardie. Ce n'est pas à moi qu'elle parle. Deux des plus belles étoiles de tout le ciel ayant affaire ailleurs sollicitent ses yeux de bien vouloir resplendir sur leurs orbes jusqu'au moment du retour. Et si ses yeux allaient là-haut, si ces astres venaient en elle, le brillant de ses joues les humilierait, comme le jour d'une lampe. Ainsi que tes yeux au ciel resplendiraient si clairs à travers l'espace éthéré, que les oiseaux chanteraient croyant qu'il ne fait plus nuit. Comme elle appuie sa joue sur sa main, que ne suis-je le gant de cette main pour pouvoir toucher cette joue? Hélas, elle parle. Oh, parle encore, ange lumineux, car tu es aussi resplendissante au-dessus de moi dans la nuit que l'aile d'un messager du paradis quand il paraît aux yeux blancs de surprise des mortels qui renversent la tête pour mieux le voir enfourcher les nuages aux paresseuses des rives et voguer sur les eaux calmes du ciel. ô Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Renie ton père et refuse ton nom. Ou, si tu ne veux pas, fais-moi simplement vœu d'amour et je cesserai d'être une Capulet. Écouterai-je encore ou vais-je parler? C'est ce nom seul qui est mon ennemi. Tu es toi, tu n'es pas un Montaigu. En soi quelque autre nom. Qu'est-ce que Montaigu? Ni la main, ni le pied, ni le bras, ni la face, ni rien d'autre en ton corps et ton être d'homme. Qu'y a-t-il dans un nom? Ce que l'on appelle une rose, avec tout autre nom, serait aussi suave. Et Roméo, dit autrement que Roméo, conserverait cette perfection qui m'est chère, malgré la perte de ses syllabes. Roméo, défais-toi de ton nom, qui n'est rien de ton être, et en échange, reprends-moi tout entière. Je veux te prendre au mot. Nomme-moi seulement amour, et que ce soit comme un autre baptême. Jamais plus je ne serai Roméo. Qui es-tu qui, dans l'ombre de la nuit, trébuche ainsi sur mes pensées secrètes? Par aucun nom je ne saurais te dire qui je suis, puisque je hais le mien, ô chère sainte, d'être ton ennemie. Je le déchirerais si je l'avais par écrit. Mes oreilles n'ont pas goûté de ta bouche sans mot encore, et pourtant j'en connais le son. N'es-tu pas Roméo et un Montaigu? Ni l'un ni l'autre, ô belle jeune fille, si l'un et l'autre te déplaisent. Comment es-tu venue, dis, et pourquoi? Les murs de ce verger sont hauts, durs à franchir, et ce lieu ce serait ta mort, étant qui tu es, si quelqu'un de mes proches te découvrait. Sur les ailes légères de l'amour, j'ai volé par-dessus ces murs, car des clôtures de pierre ne sauraient l'arrêter. Ce qui lui est possible, l'amour l'ose et le fait. Et c'est pourquoi ce n'est pas ta famille qui me fait peur. Ils te tueront s'ils te voient. Hélas, plus de périls sont dans tes yeux que dans 20 de leurs glaives. Souris-moi, et je suis à l'épreuve de leur colère. Je ne voudrais pour rien au monde qu'ils te trouvent. J'ai le manteau de la nuit pour me dérober à leurs yeux. Mais qu'ils me trouvent si tu m'aimes. Sous les coups de leur haine, plutôt mourir que d'attendre une lente mort sans ton amour. Qui t'a guidé jusqu'ici? L'amour, qui m'a d'abord fait m'enquérir. Il me donna conseil, je lui prêtai mes yeux. Je n'ai rien du pilote. Et pourtant, vivrais-tu aux rives les plus nues des plus lointaines des mers, pour un bien tel que toi,
je me risquerai. Sur mon visage je porte, tu le vois, le masque des ténèbres. Sinon l'idée que tu m'as entendue ce soir empourprerait mes joues de jeune fille. Que je voudrais être convenable, que je voudrais, ce que j'ai dit, le détruire. Mais adieu mes bonnes manières. M'aimes-tu? Je sais bien que tu diras oui, et je te croirai sur parole. Mais si tu jures, tu peux te parjurer. Des parjures d'amants, on dit que Jupiter se moque. Ô Roméo, si tu m'aimes, proclame-le d'un cœur bien sincère. Et si tu m'as trouvée trop aisément séduite, je me ferai dure et coquette. Je dirai non, mais pour que tu me courtises, car autrement j'en serais incapable. Bon Montaigu, je suis bien trop éprise, et c'est pourquoi tu peux trouver ma conduite légère. Mais crois-moi, âme noble, je serai plus fidèle que d'autres qui, plus rusées, savent paraître froides. Je l'aurais tenté, je l'avoue, si tu n'avais surpris, à mon insu, mon vœu passionné d'amour. Aussi pardonne-moi, sans attribuer à une âme frivole cet abandon qu'a découvert la nuit trop sombre. Madame, je m'engage par cette lune sacrée qui ourle d'argent clair ses feuillages chargés de fruits. Oh, ne jure pas par la lune, l'astre inconstant qui varie tout le mois sur son orbite. J'aurais trop peur que ton amour ne soit tout aussi changeant. Par quoi vais-je jurer? Ne jure pas du tout. Ou si tu veux, par ton être charmant, qui est le dieu de mon idolâtrie. Alors je te croirai. Si le tendre amour de mon cœur... Non, non, ne jure pas. Bien que tu sois ma joie, ce serment cette nuit ne m'en donne qu'une. Donc voilà, les pauvres bougres sont amoureux là. Alors ils vont avec le frère Laurent, qui est donc le confident et puis le confesseur de Roméo, et puis la nourrice de Juliette. Ils vont fonder un petit stratagème pour se retrouver et pour que frère Laurent les marie en fait. Donc c'est ce qui se passe, frère Laurent les marie en secret. Et durant la journée, il y a encore un échauffouré entre les Capulet et les Montaigu. Et Tybalt, donc le cousin de Juliette, tue Mercutio, qui est le meilleur ami de Roméo. Et Roméo, pour venger Mercutio, tue Tybalt. Tybalt, il n'est ici d'autre lâche que toi. Roméo est banni. Il est banni par le prince de la ville. Il doit partir le lendemain, il doit partir de Vérone. Il est banni de Vérone. Et donc c'est horrible pour les deux amoureux parce qu'elle reste là et puis lui il part. Mais voilà, avant de partir, ils vont quand même passer une nuit ensemble. Et là, nous arrivons donc à la fin de la nuit de noces. Alors, Écoute, ô Juliette, l'alouette déjà nous annonce le jour. Non, ce n'est pas le jour, c'est vraiment l'alouette. Tout le chant bravit à l'oreille inquiète. C'est le doux rossignol, confident de l'amour. Veux-tu partir? Ce n'est pas encore le jour. C'était le rossignol, non l'alouette, qui perçait le tympan craintif de ton oreille. Il chante chaque nuit sous ce grenadier. Crois-moi, mon bien-aimé, c'était le rossignol. c'est l'alouette, hélas, messagère du jour, et non le rossignol. Vois, mon aimé, quelle lueur là-bas ourle envieusement les nuages à l'est et les séparent. Les flambeaux de la nuit se sont consumés, et l'aube joyeuse touche du bout du pied le sommet brumeux des collines. Je dois partir et vivre, ou rester et mourir. Cette lumière là-bas, ce n'est pas le jour. Je le sais, moi. C'est quelque météore qu'exhala le soleil pour qu'il te serve, cette nuit, de porte-flambeau, et qu'il te guide sur le chemin de Mantoue. Reste donc, point n'est besoin encore que tu partes. Que l'on me prenne et me fasse mourir,
Je le veux bien si tu le veux toi-même. Oui, ce gris des lointains, ce n'est pas le regard de l'aube, c'est le pâle reflet du front de Cynthia, rien d'autre. Et ce n'est pas l'alouette dont les trilles frappent la voûte du ciel si haut par-dessus nos têtes. J'ai plus désir de rester que volonté de partir. Viens, mort, et sois la bienvenue, puisque Juliette le veut. Comment vas-tu, mon âme? Parlons, ce n'est pas le jour. Mais si, oh, va-t'en vite, pars, sauve-toi. C'est l'alouette qui chante, et si mal, si faux, forçant sa voix criarde et discordante à ses laides notes aiguës. L'alouette, dit-on, répand de douces harmonies. Ce n'est pas vrai, puisqu'elle brise la nôtre. Et l'on dit encore que l'alouette et le détestable crapaud ont échangé leurs yeux. Que n'ont-ils troqué leur voix aussi, puisque cette voix nous alarme et délie notre étreinte et te chasse, en faisant sonner une fanfare à l'adresse du jour. Oh, sauve-toi, il fait de plus en plus clair. Oui, de plus en plus clair et de plus en plus noires sont nos souffrances. Et oui, parce que là, il sent bien que ça va pas le faire, en fait, hein, ça... Comment on dit, ça daube un peu, quoi. C'est pas très shakespearien. Donc, voilà. Alors, bon, ben, qu'est-ce qui se passe là maintenant? Roméo va donc partir pour Mantoue et... ah oui, on va lire ce passage absolument terrible parce qu'au début, bon, bah, y a un gars qui voulait épouser Juliette et le père de Juliette, Paris il s'appelle, et le père de Juliette lui disait non mais attendez, elle est jeune et tout machin. Et là, pour consoler Juliette de la mort de Tybalt, le père s'est mis en tête qu'elle devait épouser Paris, mais genre tout de suite dans 2 jours quoi. Évidemment, sa mère va lui dire ça et elle, qu'est-ce qu'elle dit? En plus, elle est déjà mariée. Elle dit non merci, ça va bien pour moi. Sauf que le père et la mère le prennent hyper mal et ça devient super violent quoi. Donc quand j'ai relu ce passage, je me suis dit mais c'est fou ça. Hein. Donc on va vous lire ça. Alors, page 138, c'est pas très loin. Stella va faire Juliette toujours et puis Lady Capulet et je vais faire Capulet père. Donc on y va, c'est parti. Eh bien ma femme, lui notifiâtes-vous notre décision? Oui, messire, mais elle s'y refuse et vous remercie. La sotte, je voudrais la voir mariée à sa tombe. Doucement, je ne vous suis pas, je ne vous suis pas. Comment? Elle se refuse? Elle ne songe pas à nous remercier? Elle n'en est pas fière? Elle ne se tient pas pour bénie, toute chétive qu'elle est, d'avoir, grâce à nous, décroché pour mari un si valeureux gentilhomme? Juliette. Fière, non, mais je vous sais gré de l'avoir voulu. Ce qui me fait horreur, je n'en puis être fière. Mais je vous sais gré de l'horreur que vous m'offrez par amour. Comment, inepte raisonneuse, qu'est-ce que cela signifie? Et fière, et je vous sais gré, et en même temps pas fière, et pas de gré, ah, donzelle, petite garce, faites-moi grâce de vos grâces, épargnez-moi vos fiertés, mais veuillez exercer vos jolis mollets pour vous rendre jeudi, avec Paris, à l'église Saint-Pierre, car sinon je t'y porterai sur un chariot de supplice. Hors d'ici, charogne blafarde, va-t'en, roulure, figure de carême. Lady Capulet. Allons, perdez-vous l'esprit? Juliette. Mon cher père, à genoux je vous en supplie, écoutez-moi, soyez patient, seulement un mot. Que le diable t'emporte, gourgandine, misérable. Désobéir. Écoute bien, tu seras jeudi à l'église, où jamais plus ne t'avise de prendre place sur mon chemin. Tais-toi, ne réplique pas, ne rétorque pas. Femme, les doigts me démangent. Ce n'était guère dans notre esprit une bénédiction du ciel qui nous ait accordé cet unique enfant, mais je vois bien maintenant que celui-là même est de trop et que nous l'avons eu pour notre malheur. Ah, va-t'en donc, putain. Donc là, on est d'accord que le ton a vraiment beaucoup changé par rapport au début, quoi. Hein. C'est d'une violence extrême, en fait. Hein. Donc, la pauvre Juliette doit épouser Paris dans 1 ou 2 jours, je ne sais plus. Et donc, elle va vite voir frère Laurent pour lui dire, mais Coco, qu'est-ce qu'on peut faire? Et frère Laurent élabore un stratagème, il dit, vous allez boire ce filtre,
ça va vous faire dormir pendant 42 heures, vous allez tout avoir l'apparence d'une morte, mais sauf que vous ne serez pas morte. On va vous porter dans votre tombeau. Moi, je ferai prévenir Roméo qui est à Mantoue, et hop, il viendra et il vous délivrera 42 heures après, il sera au courant et vous vous enfuirez tous les deux et nickel. Donc Juliette va dire ok quoi. Sauf que on a un petit extrait en fait, c'est que avant de boire ce filtre, elle flippe un peu quand même quoi, hein, parce que bon, elle se demande un peu si c'est du lard ou du cochon, qu'est-ce qui va se passer, voilà quoi. Et c'est ce très très bel air dans Roméo et Juliette que je vous fais écouter là tout de suite. Laisse couler ce breuvage, voilà. On écoute 2 secondes. Je sens un vague frisson de peur s'épandre dans mes veines et glacer presque la chaleur de ma vie. Je vais les rappeler pour qu'elles me rassurent. Ma nourrice? Que ferait-elle ici? Cette scène lugubre, je dois la jouer seule. Le flacon. Or si cette mixture n'agissait pas, serais-je alors mariée demain matin? Non, non, ceci l'empêcherait. Elle pose un poignard près d'elle. Toi, reste ici. Ou si c'était un poison que le frère m'administre sournoisement pour que je meure, craignant d'être déshonorée par ce mariage, lui qui m'unit d'abord avec Roméo. J'en ai peur. Et pourtant je ne puis le croire, car il s'est révélé un saint homme, toujours. Or que faire, quand je serai dans cette tombe, si je m'éveille avant que Roméo ne vienne m'en délivrer? Dieu, l'idée est horrible. N'étoufferai-je pas dans cette crypte dont la bouche infecte jamais n'a respiré d'air salubre? N'y mourrai-je pas asphyxiée avant que mon Roméo n'arrive? Ou, si je vis, n'est-il pas probable que l'horrible impression de mort et de nuit, renforcée par l'horreur qu'inspire le lieu, cet antique sépulcre, ce réceptacle où depuis tant de siècles sont entassés les os de mes ancêtres ensevelis, où Tybalt, encore sanglant, bien qu'en terre fraîche, pourrit dans son linceul, et où, dit-on, à certaines heures de nuit, les esprits reviennent? Oh oui, hélas, n'est-il pas probable qu'en m'éveillant trop tôt, ah, s'il est un réveil dans ces odeurs infectes, ces cris stridents de mandragore arrachés à la terre qui rendent fous les mortels qui entendent? Probable, oui, que j'en perdrai la tête, environnée de toutes ces horreurs, et ne jouerai-je pas comme une folle avec les ossements de mon ascendance? Ne tirerai-je pas Tybalt de son suaire, Tybalt déchiqueté? Et prenant pour massue dans ma fureur un os de quelque grand ancêtre, n'en briserai-je pas ma cervelle égarée? Que vois-je? N'est-ce pas le spectre de mon cousin, poursuivant Roméo, qui l'embrocha sur la pointe de son épée? Arrête, Tybalt, arrête! J'arrive, Roméo, c'est à toi que je bois ceci. Elle tombe sur son lit, derrière les rideaux. Et oui, bon, on la comprend bien, boire un truc et aller se faire enterrer vivante. En plus, c'est une crypte là, où il y a tous les morts à côté, là et tout. C'est un peu... Donc, elle le fait, elle le boit, on l'enterre, et le frère Laurent envoie un autre frère de ses potes, là, frère Jean, ou je sais pas quoi. Non, Balthazar, c'est le serviteur de Roméo. Autant pour moi. Frère Jean, je crois, on s'en fout comment il s'appelle. Mais mince, qu'est-ce qu'il y a? Une épidémie de peste. Ça vous rappelle pas un truc, ça? Il y a une épidémie de peste, et donc on interdit à frère Jean soit de sortir de Vérone, soit de rentrer à Mantoue, je ne sais plus quoi. Et il ne peut pas porter le message comme quoi Juliette est vivante. Et donc, en fait, c'est le serviteur de Roméo, Balthazar, qui a ouï dire que Juliette est morte. Et lui, il dit à Roméo, Juliette, elle est morte. Roméo, ni une ni deux, va chez un apothicaire, il s'achète une petite fiole de poison,
Et il repart pour Vérone pour retrouver sa bien-aimée au tombeau. Et donc nous allons vous lire la fin de Roméo et Juliette. Page 179. Il arrive au tombeau et il y a Paris qui est là, qui veut prier, qui veut prier près de Juliette, etc., qui vient la voir, tout ça. Et Paris, quand il le reconnaît, il veut l'embrocher, le Roméo, évidemment, puisqu'il est banni, tout ça, il a tué, machin, quoi. Et du coup, ils se battent, mais c'est Roméo qui tue Paris, quoi. Et il l'amène dans le caveau. Donc tout le monde se retrouve, finalement, c'est pas mal. Combien de fois les hommes qui vont mourir ont ce moment de joie que les gardes-malades nomment l'éclair de la fin. Mais moi, comment pourrais-je dire un éclair cette heure? Ô mon amour, ma femme, la mort qui a sucé le miel de ton haleine n'a pas encore eu prise sur ta beauté, et tu n'es pas vaincue. L'oriflamme de la beauté est toujours pourpre sur tes lèvres et tes joues, et le drapeau livide de la mort n'a pas encore paru. Est-ce toi, Tybalt, qui gis ici dans ton linceul sanglant? Eh bien, puis-je mieux faire en réparation que, de la même main qui faucha ta jeunesse, anéantir celui qui fut ton ennemi? Pardonne-moi, cousin. Ah, Juliette chérie, pourquoi es-tu si belle encore? Dois-je croire que l'impalpable mort serait amoureuse et que ce monstre honni et décharné te garde dans le noir pour que tu sois sa maîtresse? Par crainte de cela, je veux rester près de toi, et jamais, du palais de cette nuit obscure, jamais ne ressortir. Je veux rester avec les vers qui sont tes chambrières. C'est ici que je veux mettre en jeu mon repos éternel et arracher aux joues des étoiles contraires ma chair lasse du monde. Un regard ultime, mes yeux, une étreinte ultime, mes bras, et vous, ô porte du souffle, vous, mes lèvres, scellez d'un baiser permis mon contrat éternel avec la vie de mort. Viens, mon amer pilote, mon âcre guide, ô nocher de mon désespoir, précipite d'un seul élan sur le roc écumeux ta barque fatiguée des houles de la mer. Je bois à mon amour, il boit, que ta drogue est rapide, honnête apothicaire, sur un baiser, je meurs. Donc là, il y a frère Laurent et Balthazar, le serviteur, qui arrivent, qui s'avancent pour voir que Roméo a bu du poison, que c'est fini. Et évidemment, sur ces entrefaites, Juliette s'éveille. Ô frère, mon réconfort, dites-moi où est mon Seigneur. Je me souviens très bien du lieu où je devais être et où je suis. Où est mon Roméo? Des voix au lointain. Frère Laurent. J'entends du bruit, madame. Quittons ces lieux de mort et d'infection, de sommeil qu'honnit la nature. Un pouvoir contre quoi nous ne pouvons rien à déjouer nos plans. Venez, viens, viens, ma fille. Ton mari est là contre toi, Roméo est mort, et Paris l'est aussi. Viens, je te trouverai une communauté de saintes nonnes. Ne me questionne pas, car le guet approche. Viens, viens, chère Juliette. Je n'ose pas rester plus. Va, sors d'ici, je ne partirai pas. Il sort. Qu'est-ce ceci? Une coupe serrée entre les doigts de mon fidèle amour? C'est le poison, je vois, qui l'a fait mourir si prématurément. Tu as tout bu, avare. Tu ne m'as pas laissé une goutte amie pour m'aider à venir près de toi. Mais je te baiserai les lèvres. Il se peut bien qu'elles soient humectées d'assez de poison encore pour que je puisse mourir de ce cordial. Elle l'embrasse. Que tes lèvres sont chaudes. Le page de Paris entre dans le cimetière avec les hommes du guet, le guetteur. Conduis-nous, mon garçon. C'était de quel côté? Du bruit? Bien. Faisons vite. Ô poignard bienvenu, ceci est ton fourreau. Elle se poignarde. Repose là pour que je puisse mourir. Elle tombe et meurt sur le corps de Roméo. Donc, voilà, c'est toujours la même histoire, ça se finit pas bien. Alors quand même, une bonne nouvelle, c'est que à la fin, les familles se réconcilient en fait sur tous ces morts. La haine s'achève en fait. Mais voilà, au lieu qu'elle s'achève avec une histoire d'amour, elle s'achève avec la mort, quoi.
Donc, joyeuse Saint-Valentin à tous. Hein. Bonne soirée. Voilà. Écoutez bien Roméo et Juliette. On vous en met encore un petit extrait. Non, un extrait on dit. C'est un petit bout, c'est un petit bout de... C'est un petit bout de... Non, mais là c'est un extrait. Ah